Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Politique 360. Voici les titres. L'annonce du gouvernement Philippe reportée à demain 15h, le temps de procéder à des vérifications auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Les personnalités pressenties ne doivent pas se trouver dans des situations de conflit d'intérêts, justifie l'Élysée. On en parle dans un instant. Les LR au bord de la rupture après la nomination d'un des leurs à Matignon. En nommant un jupéiste, Emmanuel Macron a réussi à provoquer le divorce entre droite dure et modérée. Le bureau politique est réuni, nous serons en direct dans cette édition. Et un des premiers dossiers chauds pour Édouard Philippe sera celui du fabricant de pièces automobiles GMS, deuxième employeur privé de la Creuse qui a été placé en redressement judiciaire. Une manifestation devant le site avec Philippe Poutou et Jean-Luc Mélenchon a d'ailleurs lieu en ce moment même. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag Politique360. Pour nous accompagner ce soir, Saveria Rojek et Tam Tranui, le multiplex, c'est tout de suite. Il faudra donc attendre demain 15h pour connaître la composition du gouvernement. Initialement prévu aujourd'hui en fin d'après-midi, l'Élysée a annoncé son report. Le temps, je vous le disais, de procéder à des vérifications fiscales. Sandra Serkira. Le suspense va donc durer plus longtemps que prévu. La composition du gouvernement d'Édouard Philippe ne sera connue que demain, indique l'Élysée dans un communiqué. Un report de 24 heures, officiellement, pour laisser le temps de vérifier la situation fiscale et les potentiels conflits d'intérêts des ministrables, dont une partie est issue de la société civile. L'Élysée a transmis une liste de noms à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Rien n'oblige l'Élysée à le faire, mais Emmanuel Macron veut à tout prix éviter une nouvelle affaire Cahuzac. L'ancien ministre du Budget a été condamné pour fraude fiscale. Ou éviter encore un nouveau scandale Thévenoud. En conflit avec le fisc depuis des années, l'ancien ministre socialiste avait dû être débarqué en catastrophe 9 jours seulement après sa nomination. Le chef de l'État, qui a fait de la moralisation de la vie politique un axe de sa campagne, compte aussi faire signer un engagement sur l'honneur, d'intégrité et de moralité à son gouvernement. Le premier Conseil des ministres aura lieu jeudi. Et je vous le disais en titre, le bureau politique des Républicains est réuni à huis clos, rue de Vaugirard à Paris. On va d'ailleurs tout de suite retrouver notre envoyé spécial Saveria Rojek. On sait que le parti risque la division après la nomination d'Édouard Philippe à Matignon. Absolument Delphine, ici l'ambiance est plutôt tendue et les sourires un peu crispés, même si la nomination d'Édouard Philippe à Matignon était attendue. En réalité la droite est clairement ébranlée, on le sent, surtout elle pourrait l'être davantage si des symboles forts, des poids lourds rejoignaient le gouvernement demain. La mise au point de François Baroin ce matin était d'ailleurs assez clair. Ce que cherche à faire Emmanuel Macron, ce n'est pas une recomposition, c'est du dynamitage. On sent néanmoins ici que le discours a été un peu adouci. Aucun poids lourd ne réclame d'ailleurs formellement l'exclusion d'Édouard Philippe du parti. Je vous propose d'écouter à ce propos Éric Woerth qui s'exprimait il y a quelques instants. La main tendue, ça vaut dans tous les sens, notamment que des élus de droite tendent la main à des candidats de droite et du centre. C'est pas non plus totalement aberrant. Donc il y a 577 candidats de droite et du centre partout dans les circonscriptions. Il me semble naturel que des élus qui sont des élus de droite puissent aider leurs propres candidats, le projet que portent leurs propres candidats à être désignés, à constituer une majorité. Nous, on est constructifs. On a envie que la France elle réussisse, mais qu'elle réussisse dans des conditions claires. Il faut qu'à l'issue des élections législatives, on va se compter aux législatives, on va voir pour qui ont voté les Français, et à ce moment-là, on verra en fonction de la composition de l'Assemblée. En tout cas, on est très ouvert, mais à la fois, jusqu'aux élections législatives, il y a une élection législative, il faut que les Français puissent se prononcer dans la clarté. Voilà, donc on le voit bien, même si Emmanuel Macron voudrait faire subir aux Républicains le même éclatement qu'il a fait subir au Parti socialiste, eh bien ici, pas question de céder à la pression. L'objectif des Républicains, ça reste d'obtenir le plus grand nombre de députés possible et pourquoi pas, Delphine, même de gagner ces élections législatives.
Merci beaucoup, Saveria. Et on vient de le voir, l'opération de dynamitage de la droite est en train de porter ses fruits. Dès hier, une vingtaine de parlementaires LR se disaient prêts à travailler avec le nouveau gouvernement. Pour l'instant, les digues tiennent, mais jusqu'à quand? Au groupe LR du Sénat, on redoute les divisions avant les législatives. Quentin Calmé. Ils sont plusieurs ce matin à ne pas cacher leur agacement. Je pense qu'ils auraient pu attendre un petit peu, parce qu'il ne faut pas casser les reins de ceux qui se présentent. On a des candidats LR partout, il ne faut pas leur casser les reins. À quelques jours du lancement officiel de la campagne des législatives, l'initiative exaspère une partie des sénateurs les Républicains, car ils sont désormais une trentaine d'élus à avoir accepté la main tendue du nouveau président de la République. Oui, nous sommes déjà nombreux, plusieurs dizaines, qui nous sommes engagés aux côtés d'Édouard Philippe, saluant cette main tendue par le président de la République. Au terme d'une heure de réunion de groupe, les sénateurs LR refusent largement la main tendue. Mais depuis hier, les digues commencent à céder. Le maire de Tourcoing, Gérald Darmanin, les sénateurs Fabienne Keller et Christophe Béchu, mais aussi Christian Estrosi ou encore Jean-Louis Borloo, tous appellent à jouer le jeu de la recomposition quand Thierry Solaire ou Nathalie Kosciusko-Morizet entendent se placer dans une logique constructive tout en conservant l'étiquette LR. Donc je le dis, et je veux que les habitants de ma ville de Boulogne-Billancourt le comprennent, en votant pour moi, ils voteront pour un député qui porte des valeurs de droite à l'Assemblée, qui votera toutes les mesures proposées par le gouvernement d'Édouard Philippe qui vont dans le bon sens. Enfin, les ténors du parti et les présidents de groupes parlementaires entendent rejeter toute alliance avant les législatives. Ce que propose Emmanuel Macron, c'est du dynamitage, il le dit lui-même. Ça n'est pas une recomposition politique. Avec une hantise pour la droite, voir le parti éclater sur des lignes de fracture idéologique. Un éclatement au pire moment, alors que les Républicains se remettent à peine de leur élimination au premier tour de l'élection présidentielle. Et dans notre multiplex, on va tout de suite prendre la direction de la salle des conférences du Sénat où nous attend Tam Tranui avec Philippe Bas pour une réaction justement à cette recomposition ou dynamitage des Républicains. Oui, effectivement. Que pensez-vous, Philippe Bas, de la nomination d'Édouard Philippe comme Premier ministre? Est-ce qu'il y a de quoi déstabiliser la droite? Est-ce que c'est de la recomposition ou du dynamitage, comme l'a dit François Baroin ce matin? J'en pense deux choses. D'abord, il y a une image incontestable de renouvellement. La nouveauté séduit, mais la nouveauté se périme. Il y aura ensuite l'action. Et si Emmanuel Macron obtient, ce qui n'est pas du tout assuré, une majorité à l'Assemblée nationale, cette action, ce sera la hausse de la CSG, ce sera la réforme du Code du travail qui mettra certainement beaucoup de monde dans la rue, ce sera pour nos mairies la privation de la ressource de la taxe d'habitation. Et on verra que, au fond, ce qui est important, c'est moins la nouveauté, le renouvellement, que le contenu réel de l'action. Et puis j'en pense une deuxième chose, qui me paraît aussi très importante, c'est que je préfère un Premier ministre venant de la droite qu'un Premier ministre venant de la gauche. Donc c'est pas une mauvaise chose pour vous. Je ne vais pas vous dire le contraire, mais simplement, il s'agit là, non pas de la formation d'un gouvernement issu de la droite et du centre, il s'agit du gouvernement de M. Macron, qui est un gouvernement de campagne intérimaire pour gagner les élections législatives. Et comme M. Macron a été élu non pas sur un projet, mais sur l'union contre le Front National, le projet, ce sont les Français qui vont le décider. Et moi, je souhaite que les Français choisissent naturellement un vrai gouvernement de la droite et du centre. Et puisque M. Macron y est ouvert, nous voulons lui dire que nous respecterons les prérogatives du président de la République, que nous avons conscience que c'est un progrès par rapport à François Hollande de l'avoir, mais qu'en même temps, nous avons une exigence de réforme de notre pays pour mettre fin au déclin de la France, mettre fin au chômage de masse, et que ça passe par l'appui donné par les Français à de vraies réformes. Au fond, ceux qui sont contents d'avoir Édouard Philippe seront encore plus contents s'ils ont un gouvernement de la droite et du centre à partir du mois de juin prochain. Que pensez-vous de l'appel de ces élus LR, UDI, qui veulent répondre à cette main tendue d'Emmanuel Macron? On a entendu notamment Fabienne Keller dans le reportage à l'instant. Il y a de très nombreux moyens de répondre à la main tendue qui ne relèvent pas du ralliement individuel de ceux qui veulent transformer leur vie en destin. Cette manière de répondre à la main tendue, c'est de dire « je veux une démocratie pacifiée ». Je veux de la sérénité. Je veux qu'on arrête de devenir la caricature de soi-même. Je veux que sur de grands sujets, nous soyons
capable de nous réunir. Mais pour cela, je n'ai nullement besoin de débauchage, je n'ai nullement besoin de modifier les frontières, car la droite, la gauche et même le centre, ça existe dans notre pays. Et si entre Emmanuel Macron et les extrémistes, il n'y a plus rien parce que tout le monde se rallie, à ce moment-là, quand il y aura du mécontentement, il se réfugiera dans l'extrémisme. Il n'y aura plus de démocratie possible parce qu'il n'y aura plus d'alternance républicaine possible. Il y a beaucoup de Chiraciens qui ont rejoint Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en pensez des Chiraciens comme vous l'avez été, comme vous l'êtes encore, Philippe Bas? Il n'y a guère de Chiraciens plus Chiraciens que François Baroin et moi-même. Et nous tenons bon en pensant justement que Jacques Chirac lui-même a toujours été attentif à respecter ses propres convictions, ses engagements et ses électeurs. Un mot sur la méthode. Emmanuel Macron va avoir recours aux ordonnances pour sa nouvelle réforme du travail. C'est une façon de dire que le Parlement ne travaille pas assez vite, ne débat pas assez vite. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est surtout une façon de vouloir conduire ces réformes un peu à la hussarde. Et moi, j'attire l'attention non pas simplement sur les droits du Parlement, parce que le Parlement délibérera d'une loi d'habilitation, mais sur la nécessité du dialogue social pour transformer en profondeur notre pays en ne provoquant pas de déchirure. Il faut à la fois être très ambitieux sur les réformes, mais on doit être d'autant plus attentif au dialogue social que les réformes seront ambitieuses, car il faut convaincre, au fond, la société ne se réforme pas par décret, elle ne se réforme pas par ordonnance, elle se réforme en suscitant de l'adhésion sur les réformes. Nous serons, nous, disponibles pour aller plus loin dans la réforme du Code du travail, parce que nous pensons que c'est un moyen de ramener le chômage à ce qu'il est devenu en Allemagne et en Grande-Bretagne, c'est-à-dire qu'on en est pratiquement au plein emploi dans ces pays. Pourquoi est-ce que la France en serait incapable? Merci beaucoup Philippe Bas d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Tam pour cette première réaction en direct. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron prend ses marques à l'Elysée. Ce matin, le nouveau président a mis tout son poids dans la balance pour l'obtention des JO à Paris en 2024. Il a reçu la délégation olympique pour tenter de marquer des points face à Los Angeles. Jérôme Rabier. À peine investi président et déjà de nouveau en campagne. Emmanuel Macron s'engage, mais c'est cette fois pour que Paris obtienne les Jeux olympiques en 2024. Malgré un agenda chargé, le chef de l'État a pris le temps de recevoir la commission d'évaluation du Comité international olympique ce matin à l'Élysée. 1 heure d'échange et de séduction pour vendre le projet parisien en compétition face à Los Angeles pour l'attribution de cet événement planétaire. Le chef de l'État a ensuite remercié sur Twitter les membres de l'équipe de Paris 2024 dont le dynamisme fait déjà rayonner la France selon lui. Un soutien qui compte pour les défenseurs de la candidature. Emmanuel Macron a réussi à tout de suite mettre une bonne ambiance au sein de l'équipe et avoir des échanges individuels, montrer à quel point il s'intéressait au sport. Il a vraiment envie de s'impliquer personnellement et pour nous c'est juste formidable. Emmanuel Macron s'est également engagé à être présent à Lausanne en juillet pour la dernière présentation du projet et à Lima au Pérou le 13 septembre prochain, jour du vote des 95 membres du CIO chargés de départager Paris et Los Angeles. La recomposition politique, mais la moralisation est-elle aussi en marche? On en parle tout de suite avec mes invités dans le premier débat. Et mes invités ce soir, Olivier Roucan, bonsoir. Vous êtes politologue, chercheur associé au CERSA. C'est le Centre d'études et de recherche de sciences administratives et politiques. Également sur ce plateau avec nous, Jean Garrigue, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, professeur à l'Université d'Orléans et à Sciences Po Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-Philippe de Rosier est également sur ce plateau. Bonsoir. Constitutionnaliste, professeur de droit public à l'Université Lille 2. Première question pour vous, peut-être Jean Garrigue, puisqu'on a entendu dans les différentes interventions ce mot de recomposition. Certains y voient plutôt un dynamitage. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Éclairez-nous. Alors, ce qui se passe, c'est que la logique de l'élection présidentielle, en réalité, et de ce qu'a réalisé Emmanuel Macron, ce serait au fond une tripartition nouvelle de la vie politique autour d'un pôle des modérés qu'il incarne, et puis une droite et une gauche qui, a priori, si la dynamique présidentielle se confirmait, serait l'une dominée par la France insoumise et l'autre par le Front National. Mais les élections législatives ont aussi leur logique propre. Et cette logique-là, elle tient compte des situations locales, elle tient compte des cultures politiques, des calculs électoraux, des rapports de force, de la nécessité sans doute pour Emmanuel Macron
d'avoir une majorité parlementaire ensuite qui puisse s'appuyer éventuellement sur des groupes alliés. Donc tout ça fait que par rapport à ce dynamitage, on aura certainement une recomposition, mais il n'est pas sûr qu'on ait un véritable éclatement. Olivier Roucan, est-ce qu'on voit le président Emmanuel Macron procéder par étapes? La dernière étape en date, c'est la nomination d'Édouard Philippe à Matignon. Est-ce qu'il maîtrise parfaitement sa stratégie? Est-ce que c'est parfaitement voulu ce qu'il est en train de faire? Il procède, je le disais, par étapes? Je pense que sur la stratégie, donc sur les axes fondamentaux, oui, la volonté d'être et de gauche et de droite, il en donne ici une preuve. La volonté de renouvellement du jeu à la fois politique et sans doute administratif, puisque des règles sont appliquées aussi, semble-t-il, au renouvellement des membres des cabinets. Donc tout ceci, oui. Le programme également annoncé des grandes réformes, la présidence qui réaffirme une autorité, dans tous les cas selon lui. Donc tout ceci, manifestement, une stratégie existe maintenant. Dans la mesure où le paysage est chamboulé, il y a un ajustement, j'allais dire, c'est un peu comme le marginalisme en économie, il y a des ajustements constants qui se font, d'où ces décalages horaires, même si le président est maître du temps, disons que parfois il est obligé aussi de s'adapter, et de s'adapter à un jeu, à des rapports de force où les acteurs, du fait je dirais pas de dérégulation, mais du fait d'une érosion à la fois des pratiques coutumières et puis des règles du jeu, eh bien, le jeu des acteurs, les rapports de force prennent de l'importance et tout le monde s'adapte à des situations nouvelles. Donc c'est en fait un peu des deux, stratégie et adaptation constante, donc ajustement constant. Ouais. Jean-Philippe de Rosier, on sait que c'est quand même une rupture forte avec les habitudes de la Ve République, la nomination d'un Premier ministre de droite. Quelle lecture faites-vous justement de cette nomination? Alors, il ne me semble pas que la nomination d'un Premier ministre de droite soit une rupture. Il y a eu beaucoup de Premiers ministres de droite sous la Ve République. Avec un président qui se veut social-démocrate, c'est ce que je voulais dire. Alors ça aussi, on l'a déjà eu, puisque François Mitterrand a été confronté à une cohabitation. Mais je vous taquine un tout petit peu. Effectivement, ce qui est nouveau, c'est qu'on ait un président qui soit issu plutôt de la social-démocratie et plutôt de la gauche, qui nomme, au moment où il est élu, un Premier ministre du camp adverse, ou en tout cas perçu comme adverse, à savoir Premier ministre de droite. Emmanuel Macron, s'étant présenté comme ni de droite ni de gauche, en réalité et de droite et de gauche, a en cela même innové. Parce que c'est la première fois que l'on a véritablement un président de la République qui gagne l'élection présidentielle en étant lui-même au centre. On dit que l'élection présidentielle se gagne toujours grâce au centre, mais jamais en venant du centre. C'est-à-dire que c'est l'un des deux camps qui aura réussi à réunir sous sa voix, sous son nom, le centre, qui l'emportera. Lui, il l'a gagné en étant et en partant du centre, ce que jamais personne auparavant n'avait réussi à faire. Et donc, étant issu de la social-démocratie, voulant incarner le centre, il faut bien qu'il donne des gages, et ce faisant, il a nommé effectivement un Premier ministre de droite. Mais pas n'importe lequel. Il n'a pas nommé quelqu'un qui est issu de la droite hyper-conservatrice, encore moins de la droite nationaliste. Droite modérée, on peut dire. Issu de la droite dure. Il est issu de la droite modérée. Il est jeune comme lui, même s'il a quelques années de plus. Il a fait ses premiers engagements politiques au rocardisme, donc au Parti socialiste. Voilà. Et puis ensuite, il est parti vers d'autres voies. Rocardisme dans le cadre duquel Emmanuel Macron a milité également à ses débuts. Donc il y a une certaine connivence ici, un lien qui s'établit entre les deux. Et donc, étant déjà initialement entouré par un certain nombre de personnalités politiques de gauche, je pense à Richard Ferrand, je pense à Gérard Collomb, eh bien, il a voulu montrer qu'il s'ouvrait, qu'effectivement il innovait et qu'il n'était pas sectaire. Et puis, il y a la stratégie politique derrière aussi. Il ne faut pas non plus la taire. Il y a les élections législatives et il sait bien qu'en nommant un Premier ministre les Républicains, parce que c'est ainsi qu'il s'affiche, eh bien, il met un peu dans l'embarras cette famille politique. On a vu les réactions hier soir qui n'ont pas tardé à survenir. Ouais. Jean Garrigue. Oui, il fallait qu'Emmanuel Macron ne reproduise pas la déception qu'avait suscité en 2002 la formation d'un gouvernement qui suivait une élection tout à fait particulière de Jacques Chirac, fruit d'un réflexe de défense républicaine contre Jean-Marie Le Pen. Et on avait beaucoup reproché à Jacques Chirac de ne pas avoir ouvert sa majorité à tout cet électorat qu'il avait aussi élu, c'est-à-dire l'électorat de la gauche. Donc il est assez cohérent pour Emmanuel Macron de choisir un Premier ministre qui, lui, symbolise cette ouverture. C'est vrai
pas à toute la droite, parce que c'est une droite jupéiste, libérale. Et on verra qui est entraîné justement à droite par la nomination d'Édouard Philippe. Pardon, on verra qui est entraîné justement, quels sont les ralliements à venir. Ce qui est intéressant, c'est que le choix d'Édouard Philippe, d'ores et déjà, a marqué une certaine implosion de la famille de la droite, avec 24 ténors, c'est pas n'importe qui, c'est des figures de la droite modérée qui ont choisi d'aller soutenir, en tout cas, l'initiative d'Emmanuel Macron. Ce soutien, il peut passer par des ralliements, je dirais, personnels et des postes gouvernementaux, mais il peut aussi se traduire par la constitution éventuelle ensuite d'un groupe parlementaire dissident du groupe des Républicains. Donc ça peut être le début aussi d'une recomposition politique. En tout cas, c'est tout l'intérêt d'Emmanuel Macron. Et justement, vous parliez de la liste de ces 24 parlementaires qui se disent prêts à travailler avec Emmanuel Macron. La liste s'allonge, notamment avec la sénatrice UDI-UC, Chantal Joanneau. Elle l'a dit à Tam Tranu, on l'écoute. Je suis donc avec la sénatrice UDI-UC de Paris, Chantal Joanneau. Bonjour. Bonjour. Alors, la nomination d'Édouard Philippe comme Premier ministre commence déjà à diviser la droite. Vous, quelle est votre position? Est-ce que vous voulez répondre à cette main tendue comme le veulent certains élus? Moi, j'ai signé l'appel, pas parce que je suis macroniste, pas du tout. Enfin, macroniste, je ne sais pas si c'est une bonne expression d'ailleurs, mais parce que je pense qu'on a le devoir aujourd'hui d'essayer de trouver des solutions, d'essayer au maximum, quand il y a de bonnes réformes, de les voter et de ne pas être dans une opposition systématique. Est-ce que vous êtes pour autant en marche, Chantal Joanneau? Non. Non, je ne suis pas en marche. Je fais partie de la famille du centre de l'UDI. Face à l'UDI, il y a des candidats qui sont des candidats en marche, donc qui se positionnent dans une opposition face aux candidats de l'UDI, alors même que bien souvent, je pense que nos candidats sont plus proches des positions d'Emmanuel Macron que certains candidats qui ont été investis par En Marche. Je pense à Issy-les-Moulineaux, par exemple. Néanmoins, aujourd'hui, il est vrai que Emmanuel Macron n'a pas choisi la coalition. Il a choisi de mettre des candidats face aux candidats de l'UDI. Alors, vous serez dans une opposition constructive, ça sera du cas par cas selon les réformes? Constructive, on voit qu'effectivement, par exemple, dans le domaine économique, nous allons plus loin que ce qu'aurait souhaité, que ce que propose Emmanuel Macron sur pas mal de réformes. Sur l'écologie, je connais les concepteurs de son programme, donc ça va effectivement plutôt dans le bon sens. Donc on sera dans une opposition très, très constructive, même pas dans une opposition, parce que je pense qu'on a le devoir au maximum d'essayer d'unir les forces progressistes pour pouvoir relever le pays. Justement, sur la question de l'écologie, on a bien pointé du doigt le fait qu'Édouard Philippe avait travaillé pour Areva. Est-ce que ça vous inquiète, ces relations qu'il a pu avoir avec l'industrie nucléaire? Je connais d'Édouard Philippe dans son engagement en tant que maire du Havre, surtout tous les travaux qu'il a pu faire avec Jérémy Rifkin, tous les travaux qu'il a pu faire avec Bernard Attali et sa proposition d'économie positive. Donc je connais d'Édouard Philippe plutôt les aspects très progressistes sur l'écologie que Areva, qui effectivement est issu d'une industrie du nucléaire qui est peut-être dépassée par certains côtés, ça c'est une évidence, mais on ne peut pas lui reprocher cet engagement auprès d'Areva. Est-ce que pour vous, l'entreprise d'Emmanuel Macron aujourd'hui, elle vise à réellement arriver à une recomposition politique ou surtout à déstabiliser la droite? L'un va avec l'autre. C'est de la tactique ou de la stratégie sur long terme? Il y a les deux. C'est une recomposition qui passe quand même aujourd'hui par une opposition avec la droite. C'est-à-dire que si on était dans une recomposition dans la vue d'une coalition, on n'aurait pas eu de candidats En Marche face à des candidats par exemple de l'UDI qui sont des candidats qui peuvent avoir des positions assez proches. Donc on n'est pas dans cette logique. Comment votre famille doit-elle réfléchir, doit justement travailler sur elle-même face à cette nouvelle force qui est en marche justement? Ma famille, c'est une famille économiquement libérale, c'est une famille européenne, c'est une famille écologiste. Donc elle doit porter son projet jusqu'au bout dans le cadre des élections législatives et convaincre plus que les autres, c'est tout. Les centristes ne sont-ils pas dans une difficulté particulière quand on voit le nombre de centristes qui ont rejoint Emmanuel Macron? Il n'y en a pas tant que ça à l'UDI. Il y a eu 4 sénateurs de l'UDI, effectivement, qui sont... Michel Mercier, notamment, mais qui étaient déjà assez... et beaucoup, évidemment, qui étaient du MoDem. Donc, il n'y en a pas tant que ça, aujourd'hui. Le vrai débat se fera après les législatives. C'est là où ce sera le plus intéressant. Aujourd'hui, ça reste un débat très politique. Merci beaucoup, Chantal Joanneau, d'avoir répondu à nos questions.
Voilà pour cette réaction enregistrée un peu plus tôt cet après-midi. Olivier Roucan, on voit quand même que les ralliements se font petit à petit. Chantal Jeannot de l'UDI, mais la liste dont parlait Jean Garrigue commence petit à petit à s'allonger. Ça, c'est un vrai souci pour le Parti Les Républicains avant les législatives, cette division qui s'annonce? Oui, c'est un vrai souci parce que de toute façon, si ces ralliements sont trop nombreux, eh bien, ça donnera au moment de la campagne législative un bruit médiatique dominant sur le fait que les Républicains n'ont plus de dynamique. Et on sait très bien que tout ceci joue auprès d'un électorat qui, comme les analystes du reste, peuvent être un peu déboussolés par ce moment de désordre. Et dans ce moment de désordre, on repense aux contraintes institutionnelles, et notamment au mode de scrutin à 2 tours, majoritaire, avec un seuil de 12,5% des inscrits pour être au second tour. Donc ça, c'est un moment peut-être, un moyen peut-être de régulation pour essayer d'anticiper quel sera le paysage à l'Assemblée nationale. Mais en dépit de la contrainte, donc deuxième point, il y a le taux d'abstention qui va être important à regarder parce que 12,5% des inscrits, si ça fait 18 ou 20% des exprimés pour être au second tour, il y a barrage, il y a moins de triangulaires que prévu. Donc ce paysage à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il sera très fragmenté? Il sera sans doute plus qu'il ne l'est. Plus de groupes. Et alors est-ce que ça empêchera à un parti pivot central En Marche d'être dominant ou d'être... Ça, on ne peut pas le dire, mais si le paysage se recompose autour d'un tel parti, République En Marche, le système des partis de la 5e pourrait évoluer et donc la pratique institutionnelle aussi. On aurait un paysage qui s'articulerait autour d'un parti central, qui s'allierait tantôt à gauche, tantôt à droite, avec des groupes parlementaires un peu plus composés. Ça rappellerait peut-être alors la Troisième République, j'allais dire. Mais on n'en est pas là. Ça, c'est une ligne de fuite. Ouais. Jean-Philippe Desrosiers, on sait que Bernard Accoyer nous disait « tout cela n'est pas très sain pour la démocratie ». Qu'en pensez-vous ? J'en pense que ce que décrit mon collègue à l'instant, c'est la disparition du fait majoritaire. Et j'en pense qu'il faut attendre que la démocratie s'exprime, pour reprendre la formule de Bernard Accoyer, pour véritablement acter la fin du fait majoritaire. Et encore, on ne pourra pas en acter la fin, on pourra au moins en acter la suspension, le cas échéant, jusqu'aux élections prochaines, qui pourraient avoir lieu dans 5 ans, ou avant, si jamais il devait y avoir une dissolution. Je pense que le fait majoritaire est effectivement une bonne chose pour la démocratie et pour notre 5e République, puisque la démocratie, c'est certes représenter le peuple, permettre au peuple de s'exprimer, mais la démocratie, c'est aussi le gouvernement. Et gouverner, c'est décider. Or, l'absence de fait majoritaire peut rendre, non pas impossible, mais plus délicate la prise de décision, parce qu'elle est le fruit de négociations qui s'éternisent, qui ne sont pas forcément productives, et on en arrive à un moins 10 ans qui n'est pas la bonne décision, là où, effectivement, la majorité impose peut-être sa décision, mais au moins elle est prise, et après, elle pourra toujours être remise en cause. C'est là aussi le jeu de la démocratie. Je pense que la stratégie qui est en marche, pour faire un jeu de mots évident et facile, elle est claire. Emmanuel Macron a été élu le 23 avril puis le 7 mai sur une base électorale qui a évolué du premier au second tour. Et déjà au premier tour, elle était un petit peu originale, cette base électorale, parce que encore une fois, il était centriste, il a capté des voix et chez les Républicains déçus de François Fillon, et chez le Parti Socialiste qui ne voulait pas se rallier à Benoît Hamon, peut-être principalement auprès du Parti Socialiste que auprès des Républicains. Il a ainsi acté la faiblesse du Parti Socialiste, et maintenant il veut acter la faiblesse des Républicains pour créer effectivement une majorité. Et je pense que cette stratégie est bonne. Il faut attendre maintenant la nomination du gouvernement demain, parce que effectivement il ne faut pas non plus qu'il trahisse cet électorat-là, qui vient plutôt de la social-démocratie et de la gauche, qui pourrait se retrouver déçu de voir que finalement la politique qui va être menée sera une politique de droite, et qui finalement ne va pas voter pour les candidats En Marche, mais se replier sur des candidats plus à gauche, sans aller sur la gauche de la gauche, et ne pas donner effectivement ses voix à En Marche. Et je suis assez prêt à parier que d'ici les prochaines heures, d'ici les prochains jours, il va y avoir des ralliements cette fois-ci de la gauche pour soutenir ce mouvement, l'entrée au gouvernement, et ainsi montrer l'équilibre que Emmanuel Macron a toujours bien piloté pendant toute sa campagne. À chaque fois qu'il y avait des soutiens de la droite, il y avait des soutiens de la gauche. Quand il y avait des soutiens de la gauche, hop, il y avait des soutiens de la droite. Ça va se retrouver, Jean Garrigue, demain dans la composition du gouvernement. On sait qu'il s'est mis d'accord avec Édouard Philippe justement pour le nombre de personnalités issues des rangs de la droite qui devaient figurer dans le futur gouvernement.
La composition d'un gouvernement est toujours issue d'un subtil dosage, même lorsque les majorités sont, je dirais, logiques, cohérentes, historiques. Là, particulièrement. D'autant qu'on sait que ce sera un gouvernement resserré, qui aura 15 membres, et que sur ces 15 membres, il y en aurait un tiers issu de la société civile. Ce qui veut dire qu'il va falloir trouver dans les 10 ministres restants, au fond, un équilibre entre des femmes et des hommes issus à la fois de la droite et de la gauche. Donc vous voyez, ça réduit quand même le périmètre et ça complique évidemment la situation, d'où je pense le temps qui est voilà, qui se rallonge pour trouver cette cohérence. Alors à propos du fait majoritaire, c'est évidemment la doctrine, la doxa de la Ve République. On peut se demander aujourd'hui si, au fond, avec l'existence de ce parti En Marche et surtout de ce projet politique de rassemblement, une autre doctrine, ou en tout cas un autre mode de fonctionnement, ne peut pas venir se substituer à celui du fait majoritaire, dont on a bien vu malgré tout que son efficacité, en tout cas son efficacité à juguler ou à régler les grands problèmes de la société française, peut être débattue. Depuis 40 ans, on a quand même eu un peu de mal face au chômage de masse et à beaucoup d'autres enjeux. Donc il est possible, mais possible, hein, je ne dis pas probable, il est possible que une majorité relative d'En Marche, qui là peut-être envisageable en tout cas, lui permette de gouverner, je le répète, avec des groupes annexes qui nous renverraient effectivement à des situations de majorité soit alternatives, soit ponctuelles, soit à des contrats de gouvernement. Tout est possible. C'est-à-dire que en fait, le paradigme du fait majoritaire, qui a été un peu je dirais, le fil conducteur de la vie politique sous la Ve République, risque d'être modifié. Comment sera-t-il modifié? Ça, c'est encore évidemment beaucoup trop tôt pour le dire, mais je pense qu'il est possible, il est probable même qu'il soit modifié. Alors, Olivier Roucan, on sait que ça a été reporté, cette annonce du gouvernement, puisqu'il y a des vérifications qui sont faites, notamment au niveau fiscal, avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui a été sollicitée. C'est notamment parce qu'il y a des membres issus de la société civile qui vont rentrer dans le gouvernement. Il faut faire de nouvelles vérifications, puisque les parlementaires ou les autres élus, a priori, ont déjà fourni leur déclaration de patrimoine. Certes, mais il y a cette notion de conflit d'intérêts. La loi de 2013 le définit précisément. Donc, le fait que la gestion d'intérêts privés ou publics ne soit pas contradictoire avec une prise en charge qui doit rester indépendante et impartiale, charge publique. Donc, tout ceci doit être vérifié. La haute autorité peut évidemment recevoir l'appui et le soutien, notamment de la DGFiP. Donc, c'est tout un travail qui doit être, et qui peut aussi être prolongé par des enquêtes à l'international, qui doit être sérieux. Il y a peu de temps pour le faire. Je pense qu'il y a la volonté aussi d'une pratique un peu à l'américaine, c'est-à-dire vraiment aller au plus profond. C'est pour ça que ça prend un peu plus de temps. La démarche, évidemment, c'est de ne pas se retrouver dans la situation qui a pu être par le passé connue, parce qu'on n'était pas allé assez loin, et d'éviter tout problème, encore une fois, de conflit entre un intérêt privé et public. Pour la société civile, c'est ce que vous suggériez, puisque là, le passage sera immédiat entre des intérêts privés et des fonctions publiques. Donc il faut vraiment veiller à ce qu'on ne puisse pas soupçonner ensuite des collusions d'intérêts. Donc ça, c'est évidemment plutôt positif de prendre le temps. Évidemment, sur le plan de la communication, on voit bien l'intérêt. Alors ça prend du temps, on est sérieux, et donc le message, c'est on engage cette moralisation qu'on a préalablement définie et promise. Là aussi, ça fait partie de la stratégie Jean-Philippe de Rosier de vouloir mettre en avant une République exemplaire en officialisant toutes ces vérifications. La République exemplaire, c'était 2012. C'était François Hollande. Il a voulu la mettre en place. Je rappelle que François Hollande a fait signer une charte de déontologie à tous ses membres du gouvernement. Et puis, il y a eu Jérôme C, et puis il y a eu Kader A, et puis il y a eu Faouzi L, etc. Autant de cas qui ont altéré un petit peu cette exemplarité que le président
président de la République voulait incarner. Et je crois que ça a été altéré à ses dépens, parce que ce n'est pas lui qui avait connaissance de toutes ces affaires au moment où il a procédé à ses nominations. Là, ils veulent prendre les devants, évidemment, et éviter d'avoir à nouveau à être confrontés à ce type de situation. Donc, en effet, ils mènent un certain nombre d'enquêtes. J'ai quand même un petit doute sur l'effectivité de tout cela. Non pas l'effectivité, je pense qu'elles sont menées, mais la véritable raison du fait que la nomination du gouvernement soit différée à demain. Je ne suis pas convaincu que des personnalités qui connaissent parfaitement le rouage de l'État, comme le président de la République, Emmanuel Macron, comme ceux qui l'entourent, ne sachent pas que cela prend un peu de temps. Et donc, en ayant annoncé que le gouvernement serait pour aujourd'hui, je pense qu'ils avaient déjà anticipé tout cela. Et il doit y avoir certainement également de la tractation politique qui retarde un petit peu le processus. Mais arrêtons-nous sur la raison officielle qui est la principale et qui effectivement marque une dynamique. Emmanuel Macron s'est engagé à moraliser la vie politique. Il y a eu tout le contexte de la campagne électorale sur lequel on ne revient pas. Et donc cette moralisation de la vie politique est tout à la fois politiquement attendue et stratégiquement nécessaire. Politiquement attendue parce que les Français sont en désir de moralisation, ça, à peine besoin de le dire, et stratégiquement nécessaire parce que, encore une fois, il va être face à une majorité dont il ne connaît pas véritablement la teneur ni l'ampleur. Et un sujet tel que la moralisation, au lendemain de tout ce qui s'est passé et d'une élection, est forcément fédérateur. Et donc, en présentant un projet de loi sur la moralisation de la vie politique, dès l'entrée en fonction de la nouvelle Assemblée nationale, il va montrer qu'il contrôle une majorité, qu'il peut souder une majorité, et que donc il est en mesure de gouverner. Alors justement, avant de vous faire réagir, Jean Garrigue, puisqu'on sait que ça doit être une loi fondatrice, cette loi sur la moralisation politique, ça sera certainement le premier projet de loi qui sera présenté en Conseil des ministres. On voit tout de suite les enjeux de ce texte avec Stéphane Amalian. Créée en 2013 à la suite de l'affaire Cahuzac, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique contrôle l'activité et les patrimoines des responsables politiques. Ministres, parlementaires, maires et hauts fonctionnaires doivent fournir une déclaration de patrimoine et d'intérêt. Présidée par Jean-Louis Nadal, la Haute Autorité vérifie la cohérence des éléments fournis et recherche des omissions importantes ou des variations inexpliquées du patrimoine, avec un contrôle renforcé pour les ministres. La loi spécifie que le contrôle doit s'effectuer après leur nomination. Selon l'article 9 de la loi relative à la transparence de la vie publique, tout membre du gouvernement à compter de sa nomination fait l'objet d'une procédure de vérification de sa situation fiscale au titre de l'impôt sur le revenu et de l'ISF. En 2014, Thomas Thévenoud en a fait les frais. Tout juste nommé secrétaire d'État, il fut contraint de démissionner pour ne pas avoir payé ses impôts. La Haute Autorité dispose d'un libre accès aux informations fiscales et a pour but de prévenir tout enrichissement illicite des politiques. Elle peut, dans les cas les plus graves, transmettre une affaire au parquet. Pour rappel, le fait de déposer une déclaration de patrimoine biaisée ou mensongère peut conduire à une peine de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Jean Garrigue, c'est un gros chantier, cette moralisation de la vie publique, politique, même si ça a été entamé, on le disait, sous le quinquennat précédent. On sait que là, sur ce point, Emmanuel Macron veut aller plus loin. Oui, et c'est un chantier qui a toujours, progressé par réaction. C'est-à-dire que depuis les années 90, les lois qui ont régulé, d'abord une loi d'amnistie et puis les lois qui ont régulé le financement des partis politiques, on a toujours légiféré en réaction à des affaires, des scandales. Alors on pourrait considérer que quelque part, là aussi, on réagit face au Penelope Gate. Enfin, c'est intéressant parce que... Est-ce qu'il y aura cette question des emplois familiaux dans le futur projet de loi? Tout à fait, tout à fait. Donc là, très clairement, on voit qu'il s'agit de s'arrimer sur quelque chose qui a, désarçonné le paysage politique. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, je le répète, un président s'engage avant, anticipe ce que pourraient être les dysfonctionnements du système politique. Et ça, c'est quelque chose d'important pour lui. C'est évidemment stratégiquement quelque chose de aussi très très important que ça soit la première grande initiative du règne, parce que c'est quelque chose qui va être populaire auprès de l'opinion publique. Personne ne peut y être... et quelque chose qui peut finalement souder la quasi-totalité du paysage politique. Il y aura toujours des grincheux, toujours des protestations. Marine Le Pen dira que c'est l'UMPS, etc.
etc. Mais c'est quelque chose qui amène de souder une majorité. Et puis il faut se souvenir aussi que c'était un des préalables du ralliement de François Bayrou, une des conditions de ralliement de François Bayrou, qui est quand même quelqu'un qui a pesé pour l'élection d'Emmanuel Macron. On en a vu. Et il pourrait rentrer au gouvernement pour porter ce projet de loi, peut-être d'ailleurs? Alors évidemment, c'est ce que beaucoup pensent, c'est qu'il serait assez finalement cohérent que François Bayrou devienne par exemple garde des Sceaux pour mettre en place ce projet de moralisation, dont il faut reconnaître que chez lui, c'est un fil conducteur de sa pensée politique depuis 15 ans. Je veux dire que l'idée de la moralisation politique, il l'a toujours défendue. Il a été le pourfendeur notamment de Bernard Tapie et des affaires qui ont gravité autour de lui. Donc on peut dire que là, il y aurait une vraie cohérence. Peut-être un mot avec vous, Olivier Roucan, sur jusqu'où peut aller Emmanuel Macron justement dans cette transparence, dans cette lutte contre les conflits d'intérêts. Est-ce qu'il peut aller très loin? Notamment, on sait que le Conseil constitutionnel pourrait s'opposer aux activités de conseils privés pour les parlementaires. Oui, de toute façon, c'est plutôt d'ailleurs ce qu'il a prévu de faire. Donc ensuite, le contrôle de constitutionnalité sur ces questions, s'opposer, vous dites, le Conseil constitutionnel s'opposerait, censurer une loi qui interdirait aux parlementaires justement d'avoir une activité de conseil privé. Oui, ensuite on sait que c'est dans la rédaction du détail des textes que peuvent se trouver quelques arrangements et que peut-être anticiper une inconstitutionnalité en la matière. Mais je pense que, comme il a été dit, c'est le message qui est envoyé ici à l'opinion. Et puis l'anticiper, c'est aussi prévenir malgré tout des déboires ultérieurs, parce qu'il aura indiqué sa bonne volonté. Or, comme le montre l'exemple de François Hollande, en dépit d'une bonne volonté initiale, ne peut prévenir des éventuels déboires ultérieurs. Et comme il a été rappelé, depuis 88, 90, etc., à chaque fois qu'il y a un texte qui, entre guillemets, moralise la vie publique, il y a de nouvelles affaires, entre guillemets. Donc on voit bien qu'on progresse, on voit qu'on n'en finit jamais avec cette dialectique. Et quels que soient les textes à venir et les garde-fous qui seront posés, il y aura sans doute des intérêts qui seront dérangés et donc ensuite des problèmes qui se poseront face à l'opinion publique. C'est une guerre, j'allais dire, de position permanente. Peut-être Jean-Philippe de Rosier, un mot justement sur ce point. Jusqu'où peut-il aller dans la transparence, dans la moralisation de la vie politique? Jusqu'où, je dirais presque que c'est sans fin. Mais la réflexion qui doit être conduite derrière, c'est celle qu'on appelle généralement, même si le terme n'est pas des plus adéquats, mais de statut de l'élu, de position de l'élu et de quel type d'élu est-ce que l'on veut. Vous suggériez la possibilité que le Conseil constitutionnel censure l'incompatibilité qu'il y aurait entre un mandat parlementaire et une activité de conseil. Je ne suis pas le Conseil constitutionnel, mais j'en doute à ce niveau-là, parce que c'est effectivement, ce serait alors un cas d'incompatibilité. Pour les rappeler très brièvement, on sait qu'un parlementaire ne peut exercer aucune fonction publique, sauf celles qui sont énumérées par la loi, et à l'inverse, peut exercer des fonctions privées, à l'exception de celles qui sont énoncées par la loi. Et donc, il suffirait que la loi énonce des activités de conseil justifiées par des raisons d'intérêt général, et notamment la lutte contre le conflit d'intérêts. Et il pourrait même aller encore plus loin, en considérant que le mandat de parlementaire, c'est un mandat à plein temps, et que donc le parlementaire doit se consacrer entièrement à son activité de parlementaire, et que donc toute autre activité, quelle qu'elle soit, publique ou privée, est incompatible avec le mandat parlementaire, parce que effectivement, on doit s'inscrire pleinement dans cette activité-là. En revanche, il y a un autre point sur lequel je veux venir très rapidement, et que Emmanuel Macron avait proposé d'inscrire dans sa loi de moralisation, c'est l'interdiction d'embaucher des membres de sa famille. Et là, peut-être qu'il y a des difficultés et juridiques et au-delà même constitutionnelles, parce que l'interdiction d'embaucher un membre de sa famille, ça veut dire quoi? Si c'est juste son épouse ou son mari, bon, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on fait des concubins, des partenaires de Pacs qui ne portent pas forcément le même nom, ou des unions libres? Est-ce qu'on n'a pas le droit de l'embaucher? Il va falloir définir ce qu'est un emploi familial. Qu'est-ce qu'un emploi familial? Est-ce que c'est les enfants, les parents, les cousins?
combien, jusqu'à quel degré, etc. Et puis après, se pose la question évidemment qu'on a déjà souligné, des emplois croisés. Je demande à mon collègue député d'embaucher ma fille pendant que moi, je recrute sa femme et tout cela est mis à néant. Jean Garrigue. Je suis tout à fait d'accord. Il y a aussi la faisabilité. Et ça posera des problèmes. Je voudrais rappeler que il ne faut pas oublier que la loi de moralisation, telle qu'elle avait été conçue en 2013, a été ensuite, singulièrement retoquée, notamment par les sénateurs, mais pas seulement, et privée d'une partie de sa substance, notamment en ce qui concerne un point fondamental, que celui du conflit d'intérêts. Et ce qui m'amène à rebondir sur ce que disait mon collègue, sur la notion de statut de l'élu. Je crois que ça, ce serait un chantier aussi très important qui n'est pas évoqué de manière très claire dans le programme d'Emmanuel Macron. Alors on sort un petit peu de la moralisation, ou plutôt c'est quelque chose qui ramène, parce que la nécessité de réfléchir à ce que sera un statut de l'élu, la manière dont on pourra effectuer ces quelques mandats, puisqu'il est question de réduire le nombre des mandats dans le temps, et revenir à une fonction dans la vie civile, j'allais dire. Tout cela, c'est quelque chose qui est très très important pour faire évoluer le rapport entre les pouvoirs, la place du Parlement dans notre société, la représentativité du Parlement, un problème qui a été quand même au cœur de la campagne, puisque le Parlement est traditionnellement un peu le bouc émissaire de tous les anti-politismes. L'antiparlementarisme par excellence. Donc c'est quelque chose qui est très important et auquel il faudra aussi, alors ça n'est pas tout à fait la moralisation, c'est plus large, mais c'est quelque chose qui sera un chantier à mon avis pour Emmanuel Macron. Oui, Olivier Roucan. Alors juste pour indiquer que tout ceci est très important et les Français y sont sensibles, mais ça ne suffira pas. Je veux dire, c'est un préalable au vu de l'état de défiance qui a été mesuré depuis très longtemps et qui augmente, mais on ne peut pas se contenter de dire nous allons faire des textes supplémentaires pour essayer de moraliser la vie politique, parce que finalement les électeurs ont une mémoire malgré tout, surtout d'ailleurs ceux qui votent en nombre. Et ils voient bien que cette dialectique entre moralisation puis nouvelle affaire, alors, et d'ailleurs certains électeurs, lorsque a été déclenchée l'affaire qui a empêché finalement, ou qui a entravé la campagne de François Fillon, eh bien, il y avait des électeurs qui indiquaient, bon, de toute façon, ceci, on le sait, ça fait partie du paysage, c'est comme ça. Donc, c'est un élément fort, mais voilà. Et puis sur la distinction entre le privé et le public, il y a aussi peut-être une contradiction à afficher l'ouverture sur la société civile et l'arrivée plus facile du privé vers la politique, et voire vers les charges publiques, puisqu'il est bien dit que certains fonctionnaires, enfin certains membres, oui, de l'administration seront recrutés sur un mode contractuel plus facilement, et poser des interdits, notamment en nombre d'années, j'allais dire, préalables pour prévenir le conflit d'intérêts. Alors comment faire si on veut rendre plus facile la perfusion privée-publique, si on interdit certaines passerelles, ou si on les rend plus difficiles? Oui, c'est peut-être un peu contradictoire. D'un côté, on veut promouvoir des gens issus de la société civile et on va justement réglementer cette question d'activité de conseil privé. Oui. Contradictoire, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des réflexions qui sont en cours, mais qui ne sont pas encore suffisamment abouties. Il y a des propositions qui ont été formulées. Vous savez que la proposition politique doit être claire. On ne peut pas rentrer dans les détails. Mais maintenant que les propositions ont été lancées, elles sont sur la table, il faut les concrétiser par des réformes. Et ça va être le travail du gouvernement, des cabinets ministériels et des parlementaires de réfléchir à la technicité juridique de ces différentes réformes. Et j'ajoute et j'insiste sur ce point, il faut, surtout si l'on veut en plus limiter le nombre de mandats dans le temps, qui est une mesure, certes, elle aussi dans l'air du temps, mais qui ne se justifie pas nécessairement parce que l'on constate statistiquement que les parlementaires ne font pas forcément plus de 3 mandats en général, sauf quelques-uns, et donc c'est une réglementation qui ne s'appliquerait qu'à quelques-uns. Mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler à un autre moment. En revanche, si on pose effectivement cette règle-là, il va falloir quand même se demander qu'est-ce que l'on peut faire une fois que l'on n'est plus élu, parce que l'on a quitté la vie, j'aime pas dire la vie civile, parce que lorsqu'on est en politique, on est dans la vie civile. Mais lorsque l'on a quitté la vie, le monde socio-professionnel d'où l'on vient, pendant 5, 10 ou 15 ans, 18 ans au Sénat si on a fait 3 mandats,
il y a des choses qui se sont passées quand même. Et on n'a plus forcément les compétences que l'on avait à l'époque. Et donc, il faut trouver une reconversion, une possibilité de revenir à cette vie professionnelle que l'on avait avant. Et autant d'éléments qui devront être nourris dans la loi et pensés dans cette loi, parce que sinon, ça va véritablement créer des problèmes. Et ça va créer des problèmes sur le personnel politique, parce que ne voudront plus forcément se candidater pour s'engager en politique au risque de perdre leur boulot, de ne plus avoir les compétences pour pouvoir y revenir. Jean Garrigue, je reviens quand même à ce gouvernement qu'on attend à présent demain. On avait beaucoup parlé de l'ouverture aussi pratiquée par Nicolas Sarkozy en 2007. Ça n'avait pas vraiment fonctionné. Est-ce que là, il a plus de chance, Emmanuel Macron, peut-être dans la méthode, dans la façon dont il aborde la composition du nouveau gouvernement, de parvenir à cette ouverture? L'ouverture n'était pas le fruit d'un pacte de gouvernance. L'ouverture était l'idée de rattacher au programme et à la personnalité de Nicolas Sarkozy un certain nombre de personnalités qui venaient de la gauche, comme Bernard Kouchner et d'autres, Martin Hirsch. Mais ça n'était pas le rattachement à un projet politique qui est un projet et de droite et de gauche, comme l'est celui d'Emmanuel Macron, et un projet dont il est possible qu'il fasse l'objet d'accords politiques de groupe, puisqu'on a ces 24 dont on vient de nous parler, peut-être d'autres qui vont se rattacher. Et moi, je pense, je le répète, que s'il est il paraît assez hypothétique d'imaginer une majorité absolue d'En Marche, une majorité relative devrait s'appuyer justement sur ce type d'alliance, et ce type d'alliance reposerait précisément sur des pactes de gouvernement. On ne peut pas imaginer que ces alliances se fassent uniquement sur une base d'accords parlementaires, de tambouilles parlementaires, ce qui serait à rebours véritablement du changement que veut incarner Emmanuel Macron. Donc ça veut dire que le type de rassemblement qui se fait sera d'une nature très différente de ce qu'était même l'ouverture de Michel Rocard en 1988 ou de ce qu'avait essayé de réaliser Nicolas Sarkozy. Ouais. Olivier Roucan, sur cette politique d'ouverture, il n'y a pas vraiment d'analogie avec ce qu'avait pu faire Nicolas Sarkozy. Je partage ce que Jean Garrigue vient d'expliquer. En fait, là, il y a la volonté de construire un mouvement centriste. Ce n'était pas la volonté ni de Nicolas Sarkozy, ni de François Mitterrand encore moins, mais même pas de Michel Rocard. Donc là, l'entreprise est différente. Alors tout va dépendre. Ensuite, il va falloir s'adapter. Pour l'instant, la volonté position de force, disiez-vous tout à l'heure, c'est en effet de construire ce mouvement. Ça veut dire une attitude un peu exclusive. Soit vous êtes dans la République En Marche, soit on verra après. Alors une fois les législatives passées, en effet, on pourra alors s'orienter peut-être vers, suivant les résultats, vers des formes de coalition avec des alliances, avec des groupes parlementaires suffisants, à droite ou à gauche, ou les deux, pour construire un gouvernement, alors centriste au sens plein du terme, mais ce n'est pas la tradition qui s'est consolidée à partir du milieu des années 60 et qui est arrivée à son apogée au milieu des années 70, donc quadripartisme bipolarisé. Donc si ce système évolue, ça sera un changement majeur du système de partis, mais ça aura des conséquences aussi sur la pratique institutionnelle, parce que c'est le Premier ministre qui est le chef de la majorité. Et donc ce sera à lui à tenir ses coalitions. Et donc, ce sera un binôme qui fonctionnera différemment avec des interrogations sur le président de la République. Justement, Jean-Philippe de Rosier, peut-être un premier mot sur ce binôme, cet attelage formé par Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Est-ce que ça va aussi marquer une forme de rupture dans la pratique du pouvoir? Est-ce que depuis dimanche, vous voyez un peu comment vont se répartir les rôles? Non, parce qu'il va y avoir plusieurs temps. À votre question immédiate, comment vont se répartir les rôles? Il va y avoir plusieurs temps, et là, le premier temps, c'est d'obtenir une majorité suffisante aux élections législatives, absolue si possible, et sinon la plus élevée en termes de majorité relative. Et donc ça va être la première mission que va avoir Édouard Philippe. En termes de rupture, on va peut-être rompre avec les deux pratiques présidentielles précédentes, celle de Nicolas Sarkozy, qui était une présidence
présidence hyper médiatisée, pas une hyper présidence, une présidence hyper médiatisée, et celle de François Hollande, qui était une présidente pseudo-normalisée, qui a globalement échoué et qui a fini hyper médiatisée, comme je l'ai plusieurs fois signalé. Nicolas Sarkozy se faisait courir après par les médias et François Hollande courait, lui, après les médias. En revanche, on va peut-être en revenir, et Emmanuel Macron l'a dit, à une pratique présidentielle de l'ancien temps, gaulienne, où le président de la République est en charge de l'essentiel et le Premier ministre est là pour durer et endurer. Ce type de répartition des tâches est, je crois, celle que voudrait instaurer Emmanuel Macron. Sur l'ouverture, juste un petit mot. Je ne crois pas qu'il y ait une ouverture au sens propre. Celle de Nicolas Sarkozy était une forme d'ouverture, d'une tentative à tout le moins, qui a plus ou moins marché, où c'était un président de la République de droite, avec une majorité de droite, qui s'est ouvert à la gauche. Là, on a un président de la République qui se veut au centre, qui ne s'ouvre pas, qui intègre le centre, qui a conscience de sa base électorale et qui tient compte de sa base électorale, ne commettant justement pas l'erreur de Jacques Chirac en 2002, mais on est dans un contexte radicalement différent, pour ne pas dire totalement inverse. Parce que Jacques Chirac, en 2002, était dans une situation où il devait perdre et il a finalement gagné. En 2017, on est dans une situation où la droite devait gagner et elle a finalement perdu. Et la position du Front National au second tour était une surprise en 2002. Là, elle était attendue depuis plusieurs années. Et donc, tout cela fait que le contexte est différent. Emmanuel Macron en tient compte, c'est tout à son avantage. Mais dire une ouverture, non. Il, justement, tire toutes les conséquences de cette élection et de ce qu'il avait annoncé avant, pendant la campagne électorale. Il ne prend personne en traître à ce niveau-là. Jean Garrigue, un mot de conclusion, parce que je sais que vous devez nous quitter, notamment sur cette peut-être répartition des rôles entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Comment voyez-vous les choses? Oui, deux choses. La stratégie d'ouverture, la stratégie de rassemblement d'Emmanuel Macron et celle, au fond, qu'avait théorisé François Bayrou depuis 2002. Là, on laisse ça de côté. Et puis, pour le fonctionnement du couple exécutif, c'est très clair. Emmanuel Macron veut revenir aux principes qui étaient les principes fondateurs de la Ve République, c'est-à-dire un président qui fixe les grandes orientations et un Premier ministre qui gouverne. C'est le texte des institutions et c'était à l'origine la pratique, même si on sait que très vite le domaine réservé est venu se mêler de tout ça et que sans doute cette pratique-là, il l'a montré en allant voir Angela Merkel, sera remise en vigueur. Donc ce sera un président qui ne sera ni normal ni hyper présidentialisé ou hyper médiatisé comme Nicolas Sarkozy. Je suis pas sûr qu'il soit pas d'ailleurs hyper médiatisé lui aussi, mais en tout cas il sera un président différent de ses prédécesseurs, y compris dans la symbolique, on l'a bien vu, je ne serai pas un président normal, nous a-t-il dit, avec la séquence du 7 mai au soir. Eh bien, merci Jean Garrigue. Vous devez nous quitter. Olivier Roucan et Jean-Philippe Rosier, vous restez avec moi. On va tout de suite retrouver Saveria Rojek puisqu'on voit les conséquences de cette recomposition politique qui pousse les LR à être réunis en ce moment à huis clos lors d'un bureau politique. Saveria. Absolument Delphine, le bureau politique a commencé il y a un peu plus d'une heure maintenant dans une ambiance assez tendue, les sourires sont un peu crispés, surtout Delphine, eh bien il y a deux grands absents, Nathalie Kosciusko-Morizet et Thierry Solère qui pourtant sont systématiquement présents chaque semaine à ce bureau politique. Christian Estrosi lui est passé très rapidement sans adresser un seul mot à la presse. En tout cas, eh bien il y a clairement un mot d'ordre ici au siège des Républicains, pas question de céder à la pression. Je vous propose d'écouter à ce sujet le député des Alpes-Maritimes qui s'est exprimé il y a quelques instants, Éric Ciotti. La quasi-unanimité de notre famille politique veut se battre sur ses idées, sans compromission et sans donner finalement un gage à ceux qui veulent nous détruire. La manœuvre est en marche, c'est après avoir détruit le Parti Socialiste, c'est détruire la famille de droite et du centre, pour qu'il n'y ait plus entre M. Macron et le Front National qu'une espèce d'entre-soi. Ce n'est pas notre conception de la démocratie. Voilà, pas question de céder à la pression, car pour les Républicains, eh bien, il y a un objectif, ce sont les élections législatives. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter à ce sujet Éric Woerth.
La main tendue, ça vaut dans tous les sens, notamment que des élus de droite tendent la main à des candidats de droite et du centre. C'est pas non plus totalement aberrant. Donc il y a 577 candidats de droite et du centre partout dans les circonscriptions. Il me semble naturel que des élus qui sont des élus de droite puissent aider leurs propres candidats, et le projet que portent leurs propres candidats à être désignés, à constituer une majorité. Nous, on est constructifs. On a envie que la France elle réussisse, mais qu'elle réussisse dans des conditions claires. Il faut qu'à l'issue des élections législatives, on va se compter aux législatives, on va voir pour qui ont voté les Français, et à ce moment-là, on verra en fonction de la composition de l'Assemblée. En tout cas, on est très ouvert, mais à la fois, jusqu'aux élections législatives, il y a une élection législative, il faut que les Français puissent se prononcer dans la clarté. Voilà donc les Républicains qui croient encore et qui préparent d'ailleurs un contre-appel pour répondre à l'appel des 26 élus de droite et du centre publié hier, et ce contre-appel sera envoyé aux 577 candidats de leur parti. Merci beaucoup Saveria. On continue d'analyser cette recomposition politique qui est en marche avec la nomination d'Édouard Philippe à Matignon. Romain Mouton nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Spécialiste de communication politique. Vous êtes président de RM Conseil. Bienvenue à vous. Un petit mot, puisqu'on l'évoquait à l'instant, sur le report de cette annonce du gouvernement. Là aussi, est-ce que c'est pour masquer les tractations? On nous dit que le gouvernement, que le Premier ministre a demandé, avec Emmanuel Macron, des vérifications à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. C'est la version officielle. Est-ce que vous voyez d'autres raisons? Je pense qu'il ne faut pas céder à l'espèce d'hystérisation médiatique. Aujourd'hui, le moindre fait et geste est scruté, et avec les réseaux sociaux, du coup, tout est amplifié. Donc, ne cédons pas à cette hystérisation. Et il y a certes une mesure qui a été voulue par le président de la République et le Premier ministre, qui est un contrôle en amont. Il vaut mieux un contrôle en amont qu'avoir un Cahuzac à la sortie et finalement avoir des problèmes en aval. Donc, à mon avis, faut rester zen dans ces périodes-là. Effectivement, tout le monde est un peu hystérique parce que les journalistes stagnent en passant. Je suis passé devant Matignon, ils stagnent en plein soleil, en train de regarder le moindre mouvement à Matignon, ce qui est normal. Ça a toujours été le cas, sauf qu'aujourd'hui, c'est amplifié par Twitter, par l'ensemble des réseaux sociaux, qui sont des moyens de communication modernes. Oui, mais il ne faut pas non plus céder à la panique. Alors certes, ça permet de gagner du temps, de gagner 24 heures. Certes, ça aurait été mieux dès le départ en termes de communication d'annoncer un gouvernement et d'annoncer la date à mercredi, mais il ne faut pas non plus en faire une affaire d'État. La priorité n'est certainement pas là. Alors on sait qu'Emmanuel Macron veut procéder par ordonnance, et ça passe toujours mal, malgré la mise en garde répétée des partenaires sociaux. Le chef de l'État veut aller vite, rejoint hier notamment par Édouard Philippe, pour qui recourir aux ordonnances pour réformer le Code du travail ne signifie pas le refus de la discussion. Cécile Sixou. Pour réformer le travail, Emmanuel Macron veut aller vite. Il compte gouverner par ordonnance, c'est-à-dire sans passer par le débat parlementaire, dès cet été. Le président de la République, dans la transparence, a indiqué au cours de sa campagne présidentielle qu'il entendait moderniser le droit du travail et le faire par ordonnance. Une bonne réforme, c'est une réforme qui est pensée, annoncée, discutée et ensuite rapidement exécutée. Trop rapide pour Laurent Berger, qui interpelle Emmanuel Macron depuis la semaine dernière. D'après le secrétaire général de la CFDT, une procédure accélérée ne laissera pas le temps de la concertation aux syndicats. Sur des sujets aussi lourds que le dialogue social dans l'entreprise, dans les branches, sur la refonte du Code du travail, sur un certain nombre de sujets, ça demande du temps. Et du temps, c'est pas de la perte, d'efficacité. Du temps, ça veut dire que peut-être que pour le mois d'août, ça me paraît un peu précipité, pour pas dire carrément précipité. Faux, répond ce matin Richard Ferrand. Le gouvernement ne cherche pas à éviter le dialogue social, mais plus l'enlisement d'un débat parlementaire. D'ailleurs, il ne s'agit absolument pas d'y aller à la hache. Il s'agit de discuter, de concerter, de négocier, mais sur le plan du cheminement législatif, d'aller vite. Ce qui évite l'enlisement du débat parlementaire, qui n'est pas toujours la meilleure méthode pour faire avancer les choses. Emmanuel Macron pourra en tout cas compter sur le soutien du patronat. Pierre Gattaz aussi veut aller vite. Je pense qu'il faut aller vite. Donc je dis oui aux ordonnances à partir du moment où on écoute quand même et on partage, et on a quelques semaines pour partager, négocier et discuter. Les syndicats espèrent être reçus au plus vite par Emmanuel Macron. Pour le moment, aucune date n'a été arrêtée.
Alors, avant de voir avec vous, Jean-Philippe de Rosier, peut-être les conséquences de ce recours aux ordonnances, on va retourner salle des conférences avec vous, Tam Tranui, Priorité au direct. Vous êtes avec François Patriat, sénateur, qui soutient Emmanuel Macron. Oui, François Patriat, justement votre réaction à ce sujet, que pensez-vous du recours aux ordonnances pour la future réforme de la loi travail? Est-ce que ce n'est pas une façon de passer au-dessus du Parlement et du Sénat? D'abord, je vous rappelle la Constitution. Il y a d'abord une loi d'habilitation, et puis ensuite il y a une loi à la fin pour valider l'ensemble du processus. C'est un processus qui a été déjà employé lorsque nous voulons effectivement appliquer les réformes, non pas en un temps record, non pas en escamotant le débat, puisqu'il y aura débat en 2 temps au Sénat et à l'Assemblée, mais pour faire en sorte que les réformes que la France doit maintenant mener, et qui ne soient pas des réformes pour détruire le Code du travail. Je vois bien que la campagne électorale s'engage uniquement sur ces ordonnances. Il y a tout le programme d'Emmanuel Macron dans la campagne électorale. Il y a la réforme de la vie publique, de la transparence de la vie publique, il y a la simplification, il y a le débat européen. Donc, ce débat sur les ordonnances me paraît aujourd'hui un petit peu exagéré, parce que c'est effectivement dans le programme de cet été qui permettront dès maintenant de redonner aux entreprises et aux salariés à la fois de la liberté et de la protection. Alors Emmanuel Macron veut accélérer avec les ordonnances sur les textes de loi. En revanche, il prend son temps sur l'annonce du gouvernement qui est donc reportée à demain. C'est une façon de montrer qu'il est le maître des horloges, même s'il dit que c'est pour vérifier fiscalement la situation des futurs ministres et puis aussi au niveau des conflits d'intérêts. Beaucoup d'impatience, je le comprends. Mais dans le même temps, il me semble que depuis dimanche matin, le chef de l'État a fait un sans faute. Qu'il a d'abord eu une journée d'intronisation qui a été remarquablement saluée par l'ensemble de la population. Et sur ce report, le Premier ministre a été connu hier à 15h. Le gouvernement devait être connu ce soir, il sera connu demain. Ben écoutez, que le chef de l'État ne veuille qu'il y ait aucun accroc ensuite, après la nomination des ministres, je trouve que c'est plutôt loi. J'ai mieux attendre une journée que d'avoir dans 8 jours une difficulté qui surviendrait au gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas une part de communication dans ce report? Finalement, on ne parle plus que du coup de la question de la transparence et puis de la moralisation de la vie publique, puisqu'on dit que c'est pour bien vérifier la situation des ministres. Il n'y a pas une part de communication aussi? On a vu que par le passé, souvenez-vous ce qui est arrivé avec M. Thévenoud, avec d'autres, ce qui est arrivé, on a bien vu que parce qu'on avait nommé trop vite des parlementaires ou des ministres, ensuite sont arrivés des problèmes qui ont un peu pollué la vie et qui ont découragé les Français. Donc il s'agit cette fois-là de montrer dans une république exemplaire comment le chef de l'État entend constituer son gouvernement et comment il entend être le maître des horloges, je vous l'avais dit. N'est-il pas malheureux qu'Édouard Philippe ait eu des blâmes, lui, sur ces questions de transparence, sur certaines de ses déclarations en tant que député? Il me semble qu'il y a peut-être eu des remarques. Moi, je ne connais pas la déclaration d'Édouard Philippe. Ce que je sais, c'est que c'est un Il était un peu opposé opposé à ces déclarations. C'était un geste d'humeur, a-t-il dit. Oui. Beaucoup de parlementaires ont pensé que maintenant, dans la transparence, il y avait des exigences trop importantes. Il y a ceux qui s'y soumettent bénévolement, comme c'est le cas à beaucoup, puis ceux qui disent trop, c'est trop. Bon. Malgré tout, il n'y a aucun hiatus dans la déclaration du Premier ministre. Justement, sur cette nomination d'Édouard Philippe, quel est son objectif? Est-ce que ce n'est pas avant tout de dynamiter la droite? C'est ce qu'a dit François Baroin. Non. François Baroin, dans son rôle d'opposant aujourd'hui, je comprends très bien qu'il voit avec un peu de désagrément un certain nombre de gens de son parti adhérer à la majorité République en marche, la République en marche, ou en tout cas soutenir l'action du gouvernement. Je pense que c'est une réaction un peu vieillotte, si vous voulez, de la part du chef de l'opposition aujourd'hui. Parce que je crois qu'ils n'ont encore pas compris que les temps ont changé, que le temps de l'entre-soi des partis était terminé et qu'il n'y a plus de fracture droite-gauche, mais qu'il y a une droite et une gauche, une partie de la droite et une partie de la gauche qui veulent travailler ensemble. Alors l'ère du renouvellement est arrivée. Alors que pensez-vous de la polémique autour de l'investiture de Marielle de Sarnez, de Jean-Louis Bourlange, des élus depuis de très longues années qui seraient investis donc par la République en marche pour les législatives? Il y a aujourd'hui dans les investitures une part d'investitures qui sont réservées à ceux qui appartiennent à la République en marche. Il y a d'autres circonscriptions qui sont réservées dans le cadre de la recomposition. Il y a des circonscriptions qui sont réservées pour le MoDem. Écoutez, que les adhérents du MoDem et que les responsables du MoDem assument leurs propres, décisions, quand elles ne sont pas parfaitement en cohérence avec les exigences de la République en marche, je crois que c'est à eux de faire leur examen de conscience. Donc là, vous trouvez que ce n'est pas une très bonne idée?
Je pense que je n'ai pas à juger des candidatures qui sont déposées par un parti qui n'est pas La République En Marche, qui est un mouvement qui devrait, je pense, se plier aux mêmes règles que nous nous plions aujourd'hui. C'est sa responsabilité vis-à-vis de l'opinion publique et vis-à-vis des électeurs demain. Merci beaucoup François Patria d'avoir répondu à nos questions. Merci Tam pour cette réaction en direct. On revient à cette question des ordonnances, ce recours. On sait que Édouard Philippe estime que ce n'est pas piétiner le Parlement. Ça ne signifie pas refuser la discussion. Ça va quand même être une étape difficile. Premier test pour le nouveau gouvernement, cette réforme du code du travail par ordonnance. C'est une étape essentielle au même titre que celle sur la moralisation. Et d'ailleurs, il n'est pas anodin que cela soit mené un petit peu de front et que ce soit les 2 premiers chantiers tenant compte du quinquennat passé, moraliser et relancer l'économie et l'emploi. Pour revenir sur les ordonnances, je rejoins les grandes lignes qui ont été dressées par le sénateur Patria. Rappelons brièvement la Constitution, l'article 38. Il doit y avoir 2 lois relatives aux ordonnances. D'abord, une loi d'habilitation où le Parlement autorise le gouvernement à prendre un certain nombre de décisions d'ordonnances qui relèvent normalement de la compétence de la loi. Et ensuite, pendant un certain temps déterminé par cette loi d'habilitation, le gouvernement peut prendre ces ordonnances et après quoi, il doit déposer un nouveau projet de loi, également avant l'échéance d'un autre délai que la première loi a fixé, tendant à la ratification des ordonnances. Donc le Parlement déjà débat 2 fois, au moment où il habilite, puis au moment où il ratifie. Et lorsqu'il ratifie, il peut modifier les ordonnances. C'est tout à fait possible. Ensuite, lorsque le gouvernement adopte les ordonnances, rien ne l'empêche de mener des négociations et elles seront menées par Matignon ou par le ministre de l'Emploi et des Affaires sociales et les partenaires sociaux seront très certainement entendus. Effectivement, les ordonnances permettent de gagner un petit peu de temps, permettent de ne pas se perdre dans des débats parlementaires et surtout permettent de gérer toute la technicité d'une réforme. Et le droit du travail, c'est extrêmement technique par les techniciens, c'est-à-dire les personnels des ministères qui sont à même de gérer tout cela, là où les parlementaires, je n'ai absolument rien contre la compétence des parlementaires, mais qui ne sont pas forcément des techniciens de ces questions-là. Et donc, ils auront des ordonnances toutes faites qu'ils pourront ensuite amender. Décharger ainsi le Parlement, je terminerai sur ce point-là, décharger ainsi le Parlement, ce n'est pas lui voler son travail. Au contraire, c'est presque le revaloriser. Pourquoi ? Eh bien parce que pendant qu'il ne légifère pas sur des sujets techniques où il pourrait se perdre et s'embourber, eh bien il peut légiférer sur d'autres sujets plus politiques, comme la moralisation de la vie publique, et ensuite se revenir sur les points les plus essentiels des différentes ordonnances au moment de la ratification. Olivier Roucan, il y a le Parlement, mais il y a aussi les partenaires sociaux qui ont l'impression peut-être un peu d'être évincés de la discussion. Alors, je pense qu'il est prévu, comme il a été dit, de les concerter, de les consulter au niveau de l'exécutif. Ce n'est pas nouveau, la concertation. Certains ont appelé ça le néocorporatisme des cabinets vis-à-vis des partenaires sociaux. C'est la marche normale de l'exécutif. Par contre, je voudrais revenir, moi, sur la tonalité, je ne dirais pas négative, mais enfin, il se met en place une analogie, si vous voulez. Le Parlement et le travail du Parlement, c'est forcément, si vous voulez, gaspiller du temps ou s'embourber. Alors, je ne dis pas ceci par rapport à ce que vient de dire mon collègue, mais l'idée, c'est quand même que le Parlement peut se prononcer également sur des points techniques et traiter des lois en ayant l'expertise. Il y a des parlementaires qui sont quand même bien au fait du droit du travail. Et on l'a vu d'ailleurs lors de la négociation de la première loi travail il n'y a pas si longtemps. Donc le recours à l'ordonnance pour l'efficacité, c'est une chose, mais le travail qualitatif du Parlement, et c'était le sens de la réforme de 2008, doit rester selon moi une priorité du nouveau président et du nouveau gouvernement. Et là, sur le plan si le recours à l'ordonnance devient trop systématique, ça va poser un problème. Alors peut-être au début, notamment parce que il y aura beaucoup de parlementaires néophytes, donc peut-être d'accord, mais on a vu dans les années 2000 notamment un recours à la pratique de l'ordonnance qui redevenait trop systématique, qui avait été très critiqué à l'époque. Trop d'ordonnances, malgré tout, c'est un terme qui rappelle la monarchie. Alors on sait Emmanuel Macron attaché à une forme de monarchie républicaine, mais ça sera rapidement très critiqué, et pas seulement par les partenaires sociaux, par les parlementaires, si cela doit redevenir une coutume. Ouais. Ce qu'il peut faire, j'ajoute 3 mots, ce qu'il peut faire pour innover, parce que je partage votre analyse, c'est d'une part effectivement user sans abuser,
proposer, mais surtout s'engager à les ratifier avant un certain délai, parce que la loi d'habilitation et la Constitution imposent à déposer le projet de loi de ratification, mais n'imposent pas à l'adopter. En revanche, Emmanuel Macron ou le Premier ministre peuvent dire « nous les ratifierons dans l'année ou dans les 6 mois pour refaire un débat au Parlement ». Romain Mouton, d'un point de vue de la communication, quand même, ce recours aux ordonnances, même ça a été annoncé très clairement par Emmanuel Macron, ça ne risque pas de braquer, on le voit, une partie des parlementaires, les partenaires sociaux et aussi une partie de l'opinion publique qui pourra voir là un passage en force quelque part ? Ce qui est très intéressant, c'est que le sujet des ordonnances a été un peu testé la semaine dernière, c'est un peu passé inaperçu. Il y a eu un papier dans le Parisien où il y avait l'entourage d'Emmanuel Macron, des parlementaires de gauche, Ségolène Royal, qui finalement commençaient à dire les ordonnances, on ne va pas forcément en faire, finalement, ce n'était pas forcément une bonne idée, etc. Et d'avoir testé, c'est une technique classique en termes de communication politique, c'est-à-dire qu'on balance une espèce de patate chaude et puis on voit comment ça prend. On essaye de regarder les réactions des uns et des autres, qui se positionne, qui se mobilise. D'ailleurs, ça a mobilisé du coup les syndicats et toute la gauche de la gauche qui a crié au loup avant même de savoir quel était l'objet des ordonnances. Une chose est sûre, c'est que Emmanuel Macron, on a fait un engagement de campagne et si, dès le début de son quinquennat et dans les 100 premiers jours, il commence déjà à renoncer sur un sujet majeur qui est le droit du travail et les ordonnances, dans ce cas-là, forcément, ça va l'affaiblir. Ça va l'affaiblir parce que ça voudrait dire que déjà, il ne tient pas ses premiers engagements de campagne. Important aussi en termes de communication, c'est de dire clairement les sujets qui seront mis dans les ordonnances et qu'il aille jusqu'au bout sur ces sujets-là et qu'il soit plein et entier. C'est-à-dire que, quitte à utiliser les ordonnances, autant passer des sujets majeurs et important dès le début du quinquennat, parce que si c'est pour faire des mesurettes, l'intérêt est très limité. Ouais. Il est attendu quand même au tournant sur de nombreux dossiers économiques et sociaux chauds. On évoquait bien qu'il y a ces salariés de l'usine La Souterraine dans la Creuse, qui a été placé en redressement judiciaire. On sait que Jean-Luc Mélenchon est d'ailleurs sur le site cet après-midi. Il y a vraiment un 3e tour social compliqué qui s'annonce pour à la fois Emmanuel Macron et le nouveau Premier ministre. Quel est le risque? Mais on a vu que François Hollande n'évitait pas les ennuis. Dès qu'il est arrivé, lui, il avait parlé de concertation. Il a fait au Conseil économique et social de longues concertations sur ces sujets. Donc bon, ce n'est pas forcément l'ordonnance, mais en effet, le risque... Alors, ça va beaucoup dépendre du résultat des insoumis aux législatives. Mais il est clair, malgré tout, que moi, j'ai été très surpris. D'entrée, la CGT a quand même, dès l'élection, je veux dire, d'Emmanuel Macron, la CGT a dit qu'elle s'opposait frontalement à 4 enjeux forts du président Macron, notamment la formation professionnelle. Et en discutant avec certains responsables de ce syndicat, ils disent, nous ne discuterons pas, nous allons nous opposer. Pas que la CGT, Olivier Roucan, on voit aussi que la CFDT, qui est un syndicat réformateur, Laurent Berger, par 2 fois, dans la presse, met en garde Emmanuel Macron contre le recours aux ordonnances. Ça va être compliqué de réformer sans le soutien, justement, de la CFDT. Mais la réforme, le terme même, et souvent on fait la comparaison avec l'Allemagne, mais pas seulement. C'est pas simplement d'ailleurs une affaire de avant ou après la loi, mais pour que la loi s'applique bien, il faut que les partenaires sociaux et que la société civile soient dans la boucle. Et ça, c'est tout le mouvement de rénovation de la démocratie qui insiste bien là-dessus, c'est-à-dire une démocratie plus continue. Et donc, c'est être capable d'inclure. Alors ça ne veut pas dire pas de conflit, pas de tension, mais inclure pour bien faire la pédagogie et que la loi soit comprise. C'est ce qui a manqué parfois lors du quinquennat précédent en partie. Mais là, on parlait tout à l'heure du sens de l'anticipation du président sur la question de la moralisation, mais sur la question de lois difficiles, sur le social ou l'économie, je pense que c'est quelque chose qui doit être très anticipé. Inclure les acteurs de la société civile à la fabrication des textes. Jean-Philippe de Rosier, on parlait tout à l'heure de la répartition des rôles. Il va laisser Édouard Philippe en première ligne sur ces dossiers socio-économiques compliqués, Emmanuel Macron ? Je ne suis pas dans la tête d'Emmanuel Macron et donc je n'en ai absolument aucune idée. S'il veut renouer avec la pratique originelle de la Ve République que l'on évoquait tout à l'heure, un président en charge de l'essentiel et un Premier ministre qui est là pour durer et pour endurer, alors oui, c'est son Premier ministre, Édouard Philippe ou peut-être
un autre. Ça va dépendre aussi des résultats des législatives les 11 et 18 Puisqu'on juin apprend prochains. qu'Emmanuel Macron va recevoir ce soir à 19h le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, va donc peut-être se consacrer aux questions internationales. Emmanuel. Oui, alors ça c'est l'essentiel aussi, et c'est maintenir ce domaine réservé qui avait été théorisé par Chaban-Delmas dès l'arrivée de Charles de Gaulle. Donc là, on est toujours dans cette même dimension. En charge de l'essentiel, attention, ça ne veut pas dire ne pas se mêler de la politique nationale, mais c'est être plus dans le savoir-faire que dans le faire savoir. Parce qu'il n'a jamais été question, et cela dès l'origine de la Ve République, que le président de la Ve République soit autre chose qu'un capitaine. Et De Gaulle l'a été, Pompidou l'a été encore plus que De Gaulle, et lorsque l'on voit les premiers discours de Georges Pompidou, c'est très clair. Aujourd'hui, on a tendance à dire il y a un hyper-président qui se mêle de tout. Mais ce n'est absolument pas nouveau. C'est le cas depuis 1958 et surtout depuis 1962. Et Emmanuel Macron le sera peut-être encore, mais il sera plus dans le savoir-faire et moins dans le faire-savoir. Il laissera son Premier ministre diriger la politique selon les directives que lui. Romain Mouton, deux choses sur les négociations, sur les partenaires sociaux, c'est le jeu classique des négociations. Il faut montrer ses muscles, il faut satisfaire sa base, il faut montrer à ses adhérents qu'on montre ses muscles. Parce que quand on montre ses muscles, ensuite dans les négociations, on obtient plus. Donc ça, c'est un jeu assez classique. Et finalement, ils arriveront à un compromis et ils arriveront forcément à une solution. Et sur la partie internationale et la communication autour de ce rendez-vous ce soir, il ne faut pas être dupe et il ne faut pas croire qu'Emmanuel Macron ne s'en occupe pas. Emmanuel Macron a une préoccupation majeure cette semaine, c'est constituer un gouvernement d'attaque qui va pouvoir dérouler ses réformes et appliquer son programme. Et il s'occupe pleinement de ça. Après, il y a l'agenda officiel et il y a l'agenda officieux. L'agenda officiel, c'est Berlin, c'est l'ONU, c'est les Jeux Olympiques. L'agenda officieux, c'est des contacts permanents avec Édouard Philippe et une constitution de gouvernement qui est faite entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron, bien évidemment. Vous êtes d'accord, Olivier Pas Roucan? seulement pour dérouler les réformes, mais aussi remporter les législatives. Aussi. Vous êtes d'accord, Olivier Roucan? Oui, mais ce qui me semble intéressant, et ça on verra se dérouler les choses, mais c'est cette volonté initiale qui a été mentionnée de repositionner et de clarifier la répartition des rôles à la tête de l'exécutif pour que, et ça me semble important si le projet est de maintenir ces institutions de l'État, pour que les Français comprennent à nouveau quelle est la spécificité présidentielle et quelle est la spécificité du Premier ministre. Parce qu'il y a eu beaucoup trop de court-circuits, notamment depuis le quinquennat. Donc s'il y arrive, sans doute que les légitimités seront moins confuses. Mais pour que les légitimités soient moins confuses, il faut penser à deux pouvoirs propres présidentiels que n'a pas le Premier ministre, la dissolution et le référendum. Et là, on parle des ordonnances, mais là, le gouvernement, je veux dire, est dans l'affaire. Sur le référendum et sur la dissolution, bon, il est beaucoup trop tôt pour imaginer notamment une dissolution, évidemment, puisque les législatives ne sont même pas survenues. Mais on sait peu de choses de ce que pense Emmanuel Macron du référendum, par exemple. Eh bien, peut-être, dernier mot en 30 secondes, Jean-Philippe Deroser, sur ce point, justement, ça marquerait bien la différence entre les deux rôles, s'il y avait peut-être justement une dissolution. Encore une fois, je ne suis toujours pas dans la tête d'Emmanuel Macron et je ne sais pas davantage que mon collègue ce qu'il pense du référendum. Il est vrai qu'il en a très peu parlé pendant la campagne électorale. Il est vrai que sur cette ligne-là, il paraît dans la proximité de François Hollande, lequel avait toujours manifesté des réticences, des craintes vis-à-vis du référendum, parce qu'il y a effectivement beaucoup de conséquences politiques que l'on ne maîtrise pas. En revanche, il a également dit, Emmanuel Macron, le jour de son investiture, qu'il voulait redonner confiance aux Français et permettre aux Français d'exprimer leur voix. Et cela, c'est faire recours au référendum. Eh bien, merci Jean-Philippe Deroser, merci Romain Mouton, merci beaucoup Olivier Roucan. Michel Grosser va nous retrouver tout de suite sur ce plateau, puisque dans un instant, c'est l'épreuve de vérité, l'émission politique de la rédaction. Michel, ce soir, votre invité, Benjamin Griveaux. Alors, on nous dit qu'il va certainement présider le parti La République En Marche. On lui posera la question. Pour l'instant, il est le porte-parole de La République En Marche. Alors, on aura bien sûr beaucoup de questions à lui poser. D'abord, on lui demandera si le report de 24 heures de l'annonce du gouvernement tient uniquement au fait qu'il faut contrôler leur situation fiscale ou bien d'éventuels conflits d'intérêts chez les candidats ministres ou s'il y a d'autres arbitrages, peut-être, par exemple, délicats à rendre. On l'interrogera sur le piège peut-être qui se referme sur la droite, même si ce soir François Baroin annonce un contre-appel des parlementaires LR. Donc
fidèles à leur parti. Nous l'interrogerons sur le programme de l'exécutif, sur les décisions urgentes qui seront prises, peut-être au pas de charge ou pas, nous l'interrogerons. Et puis, on aimerait savoir également avec lui vers quelle présidence on s'oriente. Est-ce que ce sera un Emmanuel Macron monarque républicain, comme certains signes déjà le laissent transparaître? Merci beaucoup Michel. L'épreuve de vérité, c'est donc en direct sur notre antenne dès 18h30. En attendant, retour sur les déclarations et les réactions, notamment à cet appel des parlementaires républicains à la main tendue à cette préparation, à ce travail avec Emmanuel Macron. La nomination d'un homme de droite à Matignon n'est pas franchement une surprise pour ceux qui observent finement les choses. Le 6 avril, Emmanuel Macron a parlé de rassemblement et de renouvellement. Emmanuel Macron, sa famille, c'est la gauche. Il vient de la gauche. Il était donc logique, considérant que nous avions la conviction que sur la base d'un projet partagé, on pouvait dépasser les vieux clivages. Il était assez logique qu'un homme qui vienne plutôt de la droite soit nommé Premier ministre. Et aujourd'hui, c'est au-delà du rassemblement, c'est la recomposition, au fond, de notre vie politique française qui se déroule sous nos yeux et sous l'impulsion des choix du président de la République qui ont été ratifiés par les Françaises et les Français. Il y avait deux choix. Le premier choix, c'était la tradition qui nous a fait perdre jusqu'à aujourd'hui, ou la transgression positive que nous souhaitions. Ce Premier ministre, c'est cette transgression positive que le mouvement souhaitait. C'est et droite, et gauche et centre. Ce n'est pas une prise de guerre pour obtenir une large majorité à l'Assemblée. Non, non, non. Emmanuel Macron est quelqu'un de très pragmatique. Il est quelqu'un de très pragmatique, c'est certes, mais moi je ne le vois pas comme une prise de guerre. Moi je ne serai pas un membre de ce gouvernement pour une raison très simple. Parce que vous refusez de l'être ou parce qu'on ne vous l'aura pas proposé? Il faut être très très clair. Parce que je considère que prenant les positions que je prends aujourd'hui, je suis un député de droite, je suis membre des Républicains, je serai candidat Les Républicains dans ma circonscription à Boulogne-Billancourt, que je ne veux pas être suspecté de dire que je dis ce que je suis en train de vous dire à ce micro ce matin, parce que je rentrerai dans un gouvernement. Donc moi je vous dis ni aujourd'hui, ni demain, après les élections législatives. Non, mais nous verrons tout ça. Ça marche pas comme ça. Fabien Lamar, ça marche pas comme ça. Moi, je me présente pour être député. Voilà. Et je n'ai pas aujourd'hui l'intention de rentrer dans un gouvernement. Je me présente pour être député de Boulogne-Billancourt. La seule chose que je dis, alors que je suis de droite et membre des Républicains, c'est que nous avons perdu l'élection présidentielle. Ça ne m'a pas échappé. Et que deuxièmement, ce n'est pas l'ouverture que nous sommes en train d'assister. C'est la composition et une recomposition qui est en train de s'organiser. Vous auriez pu être Premier ministre, François Baroin, un peu plus. Oui, mais c'est pas le cas. Non. Voilà. Là, je mène une campagne aux côtés de mes candidats. Oui. Non, mais parce que je pensais. On ne vous l'a pas proposé au passage, non? Non. Moi, chacun connaît ma ligne. J'ai été loyal au président Sarkozy, loyal à mon candidat, et je suis loyal à ma famille politique pour l'accompagner dans la conviction. Ça veut dire qu'Édouard Philippe est déloyal? Ça veut dire qu'il fait un choix qui ne représente pas l'analyse qui est la nôtre, c'est-à-dire en fait confondre les résultats du second tour et du premier tour. Si on pense que le second tour, c'est la France qui se résume à Macron, le reste du monde et un peu de Front National qui est en train d'éclater. Et Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, mais soit on pense que c'est la France du premier tour, c'est-à-dire une république éclatée comme jamais, un pays divisé, 4 blocs. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, l'épreuve de vérité qui reçoit ce soir Benjamin Griveaux. Il est pressenti pour devenir le président de la République En Marche. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour une édition spéciale Nouveau Gouvernement. Ce sera à 16h30. Bonne soirée à tous.